Dessau, en Allemagne, à 2 heures en train de Berlin. C'est ici que Walter Gropius construit en 1926 son école supérieure de création, le Bauhaus. Ce bâtiment surgit alors aux yeux des habitants de Dessau comme un bien étrange objet, avec ses murs de verre, ses angles droits et ses toits plats. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres de l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Le 4 décembre 1926, un train à vapeur pénètre dans la gare de Dessau. Plus de 1000 invités, parfois venus de très loin, ont fait le voyage pour l'inauguration du Bauhaus. Le bâtiment se trouve à la lisière de la ville. Les invités traversent une cité ancrée dans les siècles passés. Le soir de l'inauguration, de grands projecteurs illuminent la façade. Comme un phare, le Bauhaus semble être le symbole d'une nouvelle espérance, d'une vitalité retrouvée, 8 ans après le cataclysme de la Première Guerre mondiale. Expositions, concerts, représentations théâtrales vont se succéder pendant 2 jours. Un ancien élève raconte: l'immense bâtiment fait une impression particulière, presque inoubliable la nuit, quand toutes les pièces sont éclairées comme le jour de l'inauguration, formant un cube lumineux entièrement visible, délimité par l'armature métallique de l'enveloppe extérieure. Hommes politiques, artistes et chefs d'entreprise se pressent autour de Walter Gropius. À 43 ans, l'architecte du Bauhaus en est aussi le directeur. Tout a commencé en 1919 à Weimar, dans un édifice public préexistant sans valeur architecturale particulière. Fondé par Gropius, le Bauhaus, qui signifie littéralement l'art de construire, se propose de réconcilier l'art et l'artisanat pour créer une nouvelle esthétique industrielle, ce qu'on appelle le design. Toutes les disciplines sont mises à contribution: métallurgie, menuiserie, tissage, peinture, mais aussi théâtre et danse. On enseigne la couleur dans des ateliers supervisés par Paul Klee et Vassili Kandinsky. On dessine des appareils électriques et des meubles qui encore aujourd'hui marquent notre quotidien. On tourne des films expérimentaux. En 1925, l'extrême droite gagne les élections à Weimar et décide de fermer l'école qui doit aller chercher refuge ailleurs. À Dessau, la municipalité, gouvernée par les sociodémocrates, débloque des fonds pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment pour l'école et lui donner un nouvel essor. Cette ville de 70 000 habitants est un important centre industriel. Dessau est le lieu idéal pour la rencontre entre l'avant-garde esthétique et la grande industrie. Le terrain mis à la disposition de Gropius est dans une zone peu bâtie, comme celle-ci, coupée de la ville par une voie ferrée. L'architecte n'aura pas à insérer son bâtiment dans un tissu urbain contraignant, pas d'alignement ni de hauteur à respecter pour préserver la mitoyenneté. Il se retrouve à la fois commanditaire et client. Il peut donc rêver à un bâtiment qui corresponde aux véritables besoins de son école, à savoir l'école supérieure de création avec ses ateliers, une partie pour l'administration, une aire collective avec un théâtre et un réfectoire,
des studios pour loger les élèves, des appartements pour les professeurs et une école technique voulue par la municipalité pour former de jeunes apprentis. Il peut imaginer la forme qu'il veut. Un campus avec des éléments éclatés, un édifice massif avec une cour intérieure, un bâtiment en longueur. Il opte pour un système d'emboîtement en reliant tous les éléments dans une forme délibérément asymétrique. Ce sont les besoins séparés de l'école qui déterminent la forme des bâtiments, reliés les uns aux autres. À chaque espace, sa cohérence, sa conception spécifique. Le Bauhaus est de prime abord un bâtiment difficile à comprendre. On ne saisit pas d'emblée sa forme, son sens, son mouvement. Pour s'expliquer, Gropius montrait de préférence des vues aériennes. Selon lui, les différents corps de bâtiments et leur disposition spatiale y devenaient évidentes. Juncker met ses avions à contribution, les photographes révèlent alors au public ce qu'est vraiment l'architecture moderne, suggérant que voir le monde depuis le ciel serait bientôt la norme. Gropius, résolument visionnaire, propose à tous ceux qui n'ont pas encore accès à l'aéroplane de ne pas rester statiques et passifs face à son œuvre et déclare « Il faut faire le tour du bâtiment pour comprendre sa matérialité et la fonction de ses différents éléments. Le Bauhaus ne s'appréhende pas sous un seul axe de vue. L'édifice exige d'être compris dans le mouvement, le piéton doit se mettre en marche, et s'il cherche l'entrée de l'école, il ne trouvera qu'une porte discrète qui interdit de penser que le centre, ou le meilleur axe de vision, comme dans l'architecture classique, se trouve là. S'impose alors une architecture globale, des masses de superficie et de hauteur différentes correspondant aux différents besoins de l'école. D'une part, l'école supérieure de création, un parallélépipède dans lequel sont installés les grands ateliers du Bauhaus, un espace dépouillé et fonctionnel à qui l'on donnerait toutes ses chances symboliques d'expansion sans qu'un mur ou une cloison ne puisse provoquer l'impression d'enserrer ou de limiter. Ici, l'architecture triomphe, on ne voit qu'elle, que l'on soit à l'intérieur du bâtiment ou bien devant, acteur ou spectateur. Gropius a voulu que ce soit l'élément fort de la composition, l'image que l'on retiendra. L'école technique imposée par la municipalité avec ses salles de classe. Pas de grandioses murs rideaux de verre, les élèves seront moins exposés au regard des autres, comme un peu cachés. Des murs, des couloirs morcellent les lieux de travail. Le geste architectural est de toute évidence moins abouti, moins prestigieux que dans d'autres parties du bâtiment. Une aire collective où se retrouveront élèves de l'école technique, étudiants de l'école d'art et professeurs. C'est un lieu de spectacle, de loisirs, de rencontres. Gropius indique sur la façade, par le rythme du verre et du béton, qu'il s'agit d'un espace plus protégé, voire un peu secret, différent des lieux de travail. Le logement des étudiants. 24 studios sur 4 étages. C'est la section la plus haute du bâtiment. Les chambres sont prolongées par de petits balcons qui provoquent un sentiment d'extension. Ici, pas de grande verrière, et pourtant un rythme qui permet à cette façade de jouer comme les murs de verre, avec l'ombre et la lumière, le noir et le blanc. C'est l'un des éléments les plus copiés et reproduits par les architectes d'alors.
L'administration de l'école, ainsi que le bureau du directeur, celui que Gropius va se construire pour lui-même, doivent être au centre du dispositif, en hauteur, et avoir une valeur de lien entre les deux écoles, Bauhaus et ses ateliers, et école technique. Dès ses avant-projets, Gropius a l'idée d'un pont, mais il hésite sur la taille à lui donner. Le faire trop massif l'obligerait à partager cet espace prestigieux. Le faire trop fluet lui retirerait de sa puissance. Il décide d'une construction sur 2 étages, qui accueillerait aussi l'atelier le plus prisé de l'école, celui d'architecture. Ce pont sera construit sur pilotis, accusant le principe cubiste, très en vogue à l'époque, de l'interpénétration des espaces. Ayant dessiné les masses et les différentes fonctions, il reste à Gropius à décider de l'orientation de son bâtiment. Il fera en sorte qu'en été, le soleil réveille les jeunes étudiants, leur rappelant ainsi leur premier devoir, instituer un harmonieux rapport à la nature et à l'hygiène, gage d'un monde nouveau. Il placera ensuite le parallépipède vedette des grands ateliers entre Est et Ouest. Toute la journée, le soleil l'inondera de lumière de part en part. Mais comme il faut bien que le soleil se couche quelque part, il accordera à l'école technique les derniers rayons de lumière, laissant définitivement dans l'ombre une ultime façade, enfant pauvre de l'édifice. Mais à l'usage, les jeunes apprentis de la ville de Dessau devront-ils vraiment s'en plaindre? La chaleur qui en été règne de l'autre côté, dans les prestigieux ateliers du Bauhaus, rend le travail difficilement supportable, et très vite, des rideaux opaques viendront un peu partout contrarier la transparence voulue par Gropius. De même, en hiver, les spacieux ateliers s'avéreront parfois peu agréables à vivre, la menuiserie métallique conçue en acier ayant le désavantage de rouiller et d'être froide. Il a fallu au fil des ans reconstruire la structure métallique en aluminium. Aujourd'hui, des points de sécurité salissent discrètement la grande idée d'une façade rigoureusement détachée de la structure du bâtiment. Mais l'idée force de Walter Gropius est bien là. Une façade ne portant que son propre poids, sans lien avec le plancher, une façade rideau. Une simple paroi qui ne joue plus le rôle d'élément porteur dans le bâtiment, laissant cette tâche aux piliers placés en retrait de la façade proprement dite. L'architecture industrielle est un bon terrain pour tester de nouveaux concepts. Gropius avait déjà partiellement expérimenté le rideau de verre 7 ans plus tôt pour l'une de ses premières commandes, l'usine Fagus, réalisée avec Adolf Meyer. Mais à Dessau, il va au bout de son idée, supprimant tout allège et toute maçonnerie en façade pour réaliser une surface entièrement vitrée. L'Amérique est l'inspiratrice. Ce pays, qui en ce début de XXe siècle semble se construire chaque jour, trouve en Gropius, bien avant Le Corbusier, son premier défenseur. Comparé aux autres pays d'Europe, l'Allemagne semble avoir pris de l'avance dans le domaine de l'art architectural industriel. Mais dans la mère patrie de l'industrie, en Amérique, de grands édifices ont vu le jour dont la majesté inconnue dépasse même nos meilleurs bâtiments allemands de ce type. Les silos à grains du Canada et d'Amérique du Sud, les silos à charbon des grandes lignes de chemin de fer et les plus modernes ateliers des trusts nord-américains soutiennent presque la comparaison avec les constructions de l'ancienne Égypte. Le Bauhaus est édifié en un peu plus d'1 an. C'est un délai très court. Il faut donner des gages d'excellence.
Gropius adapte les théories d'Henry Ford pour la construction de ses automobiles en introduisant le travail à la chaîne sur un chantier. En 1926, le rêve américain de Gropius trouve à Dessau un accomplissement. D'emblée, le bâtiment du Bauhaus devient l'une des œuvres architecturales européennes les plus filmées et commentées. Partout on voit et on est vu. La transparence est omniprésente. Le Bauhaus offre-t-il vraiment un espace de liberté, ou bien est-il un lieu d'oppression, où toute intimité serait bannie, le collectif primant radicalement sur le privé? Gropius, en tout cas, depuis le pont qu'il a investi, peut, comme un contremaître, surveiller l'ensemble de son entreprise. Pendant plusieurs années, une incroyable créativité tout azimut germera et jaillira de cet endroit, perçu par ses détracteurs comme un centre expérimental un peu loufoque. Mais a-t-on jamais vu édifice plus rigoureux, voire un peu rigide, pour contenir une telle énergie? C'est que le projet de Walter Gropius est essentiellement pragmatique. Il peut démontrer aux industriels à quel point ses idées sont rationnelles. 4 cages d'escalier desservent de grandes surfaces libres, des plateaux dont le cloisonnement est modulable à volonté. Il faut se débarrasser de tout superflu. Les murs porteurs sont mis en évidence, les piliers sont renforcés et dessinés. Tous les espaces communiquent les uns avec les autres. Dans ce lieu clos, les escaliers qui traditionnellement sont enfermés dans des cages deviennent de vastes et lumineux lieux de rencontre qui vont inspirer photographes et peintres de l'école comme le symbole d'un nouvel art de vivre. Tout est fait pour valoriser le mouvement, la rencontre, la confrontation entre les étudiants, les espaces, les disciplines. Le théâtre du Bauhaus, pièce majeure de l'ensemble, n'est pas un espace clos. Il suffira d'ouvrir ou fermer un mur à soufflet pour que cantine et théâtre ne fassent qu'un grand lieu festif. Même les studios des étudiants sont collectifs. Il n'y a pas un seul espace conçu pour le repliement, la solitude. Les petits balcons bien séparés qui apparaissent sur les façades favorisent la convivialité sans autoriser le collectivisme. Les toits plats serviront de terrasse et de lieu de rencontre. On pouvait vivre au Bauhaus sans avoir besoin d'en sortir, racontera un élève. Pour aller voir un ami, il suffisait de sortir de son balcon et de siffler, dit un autre. Comme une ville, le Bauhaus devient un lieu qui se suffirait à lui-même. Un témoin raconte: le désir de propreté, de clarté et de libéralité a remporté ici une victoire. Par les grandes fenêtres, on peut surveiller du dehors l'homme au travail, l'homme au repos dans sa vie privée. Chaque chose montre sa construction, aucun boulon n'est caché, aucune ciselure n'est dissimulée, on voit quel matériau brut a été employé. On est fortement tenté d'estimer moralement cette sincérité. Rudolf Arnheim. Ce qui habituellement est caché doit se voir. Gropius revendique l'aspect industriel des radiateurs et les valorise. Dans les grands escaliers d'une maison bourgeoise, la coutume imposait d'y accrocher un tableau de maître. Alors, il expose un radiateur. Il est temps maintenant d'admirer comme une œuvre les objets du présent.
Mais nous sommes dans un pays vaincu et appauvri. L'intendance ne suit pas toujours. Gropius doit se débrouiller avec les moyens du bord, et certains mécanismes rappellent plus l'Europe du siècle passé que l'idéal américain. Il s'agit pour lui d'une architecture totale, jusqu'à la poignée de porte et les interrupteurs. Fort de la conviction que maison et mobilier doivent avoir entre eux une relation judicieuse, on cherche au Bauhaus à déterminer la forme de chaque objet d'après ses fonctions et ses contraintes naturelles, grâce à un travail systématique de recherche théorique et pratique dans les domaines de la forme, de la technique et de l'économie. La décoration intérieure est conçue et construite par les élèves du Bauhaus. L'atelier de métallurgie se charge de dessiner et de fabriquer tous les luminaires des nouveaux bâtiments. Les couleurs indiquent les étages et les fonctions des ateliers. La peinture est utilisée dans un but architectural. Par des variations de couleurs, on structure les pièces et met en relief certaines surfaces. Ayant achevé sa ville-usine-école, restait pourtant à Gropius une question fondamentale. Où allait-il lui-même habiter et comment logerait-il les professeurs? Comment concilier le privé et le collectif dans cette architecture qui se veut globale? Il prendra le parti de ne pas intégrer ces espaces privatifs dans l'édifice du Bauhaus, mais de construire des maisons séparées à quelques centaines de mètres de l'école. Paul Klee, Vassili Kandinsky et tous les professeurs, ceux qu'on appelle ici les maîtres, seront mis légèrement en retrait, confortés dans leur position de maître. Ces maisons reprendront les techniques architecturales de l'édifice principal, mais joueront aussi leur partition en solo. Ce symbole de l'habitat bourgeois du futur fera volontiers office d'appartement témoin jusqu'à ses moindres détails. Une sorte de film publicitaire vantera à la fois les mérites des objets réalisés par les élèves ou les professeurs du Bauhaus et les vertus de l'habitat individuel de demain. Hymne à l'art de vivre, dans ces maisons, les maîtres du Bauhaus ne se plairont qu'à moitié. Il semblerait que Paul Klee ne se sentait pas toujours à l'aise dans son atelier aux allures de showroom. Quant à Kandinsky, il ne supportait pas qu'on puisse le voir depuis la rue et il fit repeindre en blanc les parois vitrées. En même temps, la blancheur monacale de ces maisons voulues par l'architecte perturbait l'artiste peintre, qui fit tout repeindre en 170 nuances différentes. Très vite, le Bauhaus devient un enjeu électoral dans le combat entre la municipalité de gauche et les nazis qui ne cessent de gagner du terrain. Taxée de décadente, bolchevique et cosmopolite, la plus célèbre école d'art des temps modernes, ses élèves et ses maîtres, doivent déménager en 1933 dans des locaux berlinois. Gropius partira rejoindre son rêve américain. Le bâtiment du Bauhaus reste en l'état, abandonné à ses détracteurs. Les nazis hésitent. Que faire de ces toits plats, perçus comme une véritable provocation anti-allemande? Certains suggèrent de les remplacer par quelque chose de plus germanique, mais y renoncent. D'autres encore rêvent peut-être à quelques modifications structurelles d'envergure, seulement compréhensibles des cieux. Ils ne touchent finalement à rien et investissent les lieux,
ce sera une école de jeunes filles, cuisine et couture. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, une partie du Bauhaus devient un centre de formation pour les cadres nazis. En 1945, les façades du bâtiment sont en partie détruites lors des bombardements alliés sur Dessau, et la maison de maître appartenant à Gropius est entièrement détruite. Puis, dans le nouveau partage du monde qui s'ensuit, Dessau tombe dans le giron de l'Allemagne de l'Est. Dans les années 50, les communistes n'aiment pas non plus le Bauhaus, considérant dans un texte officiel que cette école mène directement à la destruction de l'architecture. Ils n'osent pourtant pas raser le bâtiment et se décident à le maintenir debout en le murant à la va-vite, empilant des briques entre les espaces creusés par les bombes. Pour bien faire savoir qu'une page est tournée, sur l'emplacement de la maison de maître de Gropius, on reconstruit une nouvelle maison individuelle. Toit en pente et géranium sont de retour. Les autres maisons de maître sont laissées à l'abandon. Mort aux États-Unis en 1969, Gropius y aura connu la gloire, transformant radicalement le cours de l'architecture américaine. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour voir évoluer l'opinion officielle. En 1976, le Bauhaus est restauré. Après la chute du mur de Berlin, les maisons de maître sont transformées en lieux d'exposition. Dans la formation d'un architecte de talent, c'est la quête qui importe le plus. Je crois qu'il faut conduire nos architectes futurs de l'observation à la découverte, de la découverte à l'invention, et finalement les pousser à donner intuitivement à notre environnement une forme artistique. Le Bauhaus est maintenant classé par l'UNESCO patrimoine de l'humanité. Le bâtiment est réouvert au public, mi-école, mi-musée.